Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission CPL Débat, magazine des débats politiques qu'on a lancé chez nous ici à CPL Télévision. On prend des questions importantes qui retiennent l'actualité, des invités sur le plateau, chacun vient donner son point de vue et vous, les téléspectateurs à la maison, vous jouez donc à l'arbitre. L'actualité dans le pays reste dominée par cette affaire coup d'État ou plutôt déstabilisation des institutions de la République. François Béa est toujours en incarcération à l'ANER. On dit qu'on a changé des cellules. Qu'est-ce qui se passe exactement plus de 2 semaines après? On va tenter de voir un peu plus clair. On reviendra dans cette émission également sur les ministres des Katumbi, avec en tête M. Lutundula qui dit qu'il sera fidèle au président Tshisekedi. Certains ont commencé à lâcher Katumbi. On parlera des guéguerres au niveau des Palus et d'autres questions importantes d'actualité. Un ami qui avait l'habitude de venir nous voir mais qui nous a fui, un revenant sur ce plateau, M. Edmond Izouba. Izouba, bonjour. Bonjour Perrault. Comme ça fait plaisir de te revoir dans cette émission. Ça va, cher frère? Non, ça va Perrault. Vous savez, je dois d'abord me justifier par rapport à mes absences. Intolérables. Certaines absences intolérables. Ça veut dire que j'étais coincé. J'avais un programme vraiment qui m'obligeait à être de l'autre côté de la ville, donc du côté de centre-ville, parce que vous savez qu'on vient d'installer nouvellement une entreprise. Vous avez votre nouvelle entreprise. Ça s'appelle Opinion, hein? Opinion-info.cd. Nous avons nos bureaux aux galeries, aux anciennes galeries présidentielles, et c'est là où nous avons placé notre quartier général. Parce que j'ai vu Rachel Kitita là-bas. Bon, je ne fais pas la promotion de l'endroit. Là-bas. Mais il semble que il y a beaucoup de journalistes. Par rapport à l'accessibilité et une grande référence aussi, parce que une maison de presse doit quand même être une référence. Et au-delà de ça, la régularité, quand même, avec l'électricité, les gens préfèrent ça. Ah ben oui. Mais du moins, Galerie est trop vaste, même jusqu'aujourd'hui. Il y a encore d'autres bureaux qui chôment. Non, voilà. Là, vous avez raison, parce que nous, ici, l'électricité, on se bat chaque jour pour en avoir. Merci Edmond Izouba. Je rappelle que vous êtes journaliste, vous êtes donc DG des 7e. Comment va Vital Kamerhe? À un moment donné, vous étiez quand même proche de lui. J'ai vu des images de lui revenant de la messe qui sont sorties récemment. Comment il va sur le plan de la santé? Est-ce qu'il va revenir? Vous avez des informations là-dessus? D'abord, ces images-là sont vieilles. C'est des images de l'Angola. C'est des vieilles images, c'est faux. Oui, c'est des vieilles images. Et pour l'instant, je ne suis pas son médecin. Il est parti pour une visite médicale. Il a sollicité le prolongement de son séjour à Paris, ce qui lui a été accordé. Il est encore là, encore pour 30 jours, on attend. Mais des nouvelles particulièrement venant de lui, je n'en ai pas. Peut-être son médecin pourra nous renseigner davantage sur son état de santé. Mais est-il qu'il est encore à Paris, à Kinshasa. Je vois son parti s'organiser en tête avec Billy Kambal et le secrétaire général. J'ai aussi ouï dire que parmi les candidats gouverneurs, on a positionné un de l'UNC au Congo central. Voilà. Donc, les nouvelles de l'UNC restent celles-là. Je ne suis pas de l'UNC. On sait que vous êtes proche. Ne liez pas, vous êtes très proche de Vital Kamerhe. On le sait. Pour débattre avec vous, l'homme du recadrage technique, Monsieur Yves Bouya. Tonton Bouya, bonjour, ça va? Bonjour Claude Perrault. Toujours un grand plaisir de t'avoir. Non, également moi aussi, parce que... Un associé de CPL Télévision. Non, un associé. J'ai toujours dit en privé que c'est un bien commun, parce que nous savons comment est-ce que ces médias ont commencé. C'était avec trop de conseils et un appui, hein, parce que moi, au début, vous ne vouliez pas. Nous vous avions dit, moi, Izouba, Beledou, notre aîné Innocent. Innocent, qu'il faut aller, il faut se lancer. Avec votre voix impolie là, et vos analyses. Donc, ça serait très important si vous aviez un média avec vous. Et c'était comme une aventure. Et maintenant, là, je trouve que CPL se comporte bien avec vos décrits qui font mal pour des gens qui ne supportent pas la vérité. Mais moi qui supporte la vérité, je trouve que vous faites votre travail. Comment va Martin Fayoulou? Je tiens à présenter des excuses par vous d'ailleurs au soldat du peuple, parce que je sais que vous êtes très proche de Martin Fayoulou aussi. Il avait perdu. Très proche, oui, il a perdu. Vous niez pas comme Non, moi je nie pas. Moi je nie pas, sauf que je suis journaliste, mais je confirme, je partage ses convictions. Il a perdu sa première suppléante, Madame Charlotte Massiala.
Je pense que les obsèques sont prévues pour ce vendredi. Ok. Et on va voir la suite. C'est quelqu'un, j'ai parlé avec lui au téléphone pour lui présenter mes condoléances. C'est quelqu'un de très abattu. À l'idée où les deux avaient vraiment de très fortes relations. Et il n'en revient pas. Il n'en revient pas. Bon, je lui dis, je pense qu'ils vont s'en remettre. Il y a une messe qui a été dite, je pense, au siège des... non, au siège des Lécidés sur Triomphal. Et nous attendons la suite du programme. Donc il est là, il est vraiment focus sur les élections, focus réforme. Il a même écrit à l'Union européenne pour qu'on ait ces réformes consensuelles dans la perspective 2023. Donc c'est un Martin Fayulu au-delà de ce qu'il éprouve comme deuil, mais il est vraiment focus pour les élections. Il veut vraiment ces consensus sur les élections. Des réformes vraiment consensuelles. Allez, toutes nos condoléances à Martin Fayulu Madidi, que j'ai tenté d'ailleurs d'appeler au téléphone aussi pour présenter des condoléances. Malheureusement, il n'a pas pris. Je comprends que les responsabilités qui sont les siennes ne lui permettent pas de prendre le téléphone. Ces jours-ci, ce qui est vrai, il prend le téléphone. Allez, je comprends. Alors, Edmond Zouba, ça fait plus de 2 semaines, là, 17e ou 18e jour, que M. François Béa est incarcéré à l'Agence nationale de renseignement, l'ANR. Au départ, on nous a dit que c'est un coup d'État, tentative de coup d'État, par les réseaux sociaux, les rumeurs. Après, c'est le porte-parole du président qui dit que l'homme a eu des agissements tendant à mettre en mal la sécurité et la sûreté de l'État. Mais ça fait quand même 18 jours que l'homme est là. Quelles sont les informations à votre possession? Est-ce que François Béa a-t-il voulu faire un coup d'État? Est-ce qu'il mérite la prison ou plutôt l'incarcération là où il se trouve en ce moment ici? J'ai appris même hier qu'il y a eu des arrestations en cascade du côté aussi de la garde républicaine, du côté des membres de son bureau. Il y en a aussi qui disent que c'est faux, c'est une manipulation. Fake news, manipulation. Bon, justement, parce que nous sommes dans un pays où l'ANR ne communique pas. L'ANR n'a pas un chargé de communication. Il faudrait que les informations nous parviennent des circuits comme le porte-parole du président de la République l'avait fait, soit du circuit présidentiel. Mais est-il que nous sommes des journalistes, on doit gratter pour aller un peu plus loin de ce qui est dévoilé. Alors, les informations, effectivement, concernant le conseiller principal en matière de sécurité, nous pouvons ne serait-ce que faire des analyses pour essayer un peu de comprendre et essayer d'écrire. Est-ce qu'il y a eu tentative de coup d'État? Est-ce que M. Béa voulait faire un coup d'État? Quand vous posez ce genre de questions, c'est alors que ça vous amène vers une piste de vérité. Ok. Dans d'autres cieux, quand il y a par exemple ce genre d'actes où quelqu'un est soupçonné d'avoir raté un coup d'État, nous remarquons généralement des arrestations en cascade. Mais des arrestations de qui? Des arrestations de militaires. On arrête des militaires ou on arrête le chef des corps des militaires, ou soit on le met directement en prison, ou soit on le condamne par un procès en flagrance. Parce qu'on estime détenir de preuves. Parce que les accusations sont tellement fortes qu'il faut avoir suffisamment de preuves pour inculper une personne. Alors, François Béa inculpé, il est là, vous avez dit 2 semaines, on ne voit pas de mouvement habituel en ces genres de choses, en ces genres de mascarades, en ces genres, pardon, de coups d'État ratés et ainsi de suite. Et cela nous pousse à réfléchir sur la deuxième piste. La deuxième piste est que nous avons appris qu'il y a des bruits autour de la cour du chef, des conseillers qui s'est disputé des millions sur base des marchés miniers. Donc, il y a une histoire des carrés miniers qui auraient mal tourné. Et puis, par la suite, on parle de la vente, ce qui est d'ailleurs une interdiction mondiale de l'uranium. Donc, vous voulez dire quoi? Très recherché. L'hypothèse sur laquelle vous penchez, c'est que François Béa est victime de la guerre de la cour du président. Absolument. C'est une guerre des palais. C'est une guerre des palais. Il n'a jamais voulu faire un coup d'État. Non, il semble que dans des matières que l'humanité protège, qui sont essentiellement des matières minières, il y a notamment l'uranium.
l'uranium qui ne peut pas être cédé à un autre pays ou être vendu. Ça constitue également une menace contre la sécurité. Peut-être avec ça, on peut assimiler ça à une histoire de complot contre les institutions et ainsi de suite. Mais à ce niveau-là, moi j'estime que... François Béa est victime d'un complot. Un complot, un montage de la part de certains de ses ennemis de la présidence. On constate plutôt une guerre du palais, mais je ne dis pas qu'il est victime. Une victime, ça veut dire qu'il aurait peut-être raison, on l'aurait peut-être arrêté arbitrairement, injustement. Or, jusque-là, avec le dossier au niveau de l'ANER, rien ne nous sort de plus fiable qui nous permet d'avoir une conclusion définitive. À ce niveau-là, j'écarte. Moi, je suis plutôt du côté de la gestion de cette affaire, de cette crise, de l'absence de François Béa. Comment justifier cette arrestation? Donc, j'ai dit, s'il faut justifier une telle arrestation, ne mets pas le coup d'État raté derrière son dos, parce que toutes les hypothèses d'un coup d'État probable sont déjà élaguées, à mon avis, comme journaliste et comme analyste de la situation de la classe politique et voire même de notre société. Donc j'estime qu'à ce niveau, nous ne pouvons pas continuellement dire qu'on lui reproche d'avoir fomenté un coup d'État qui n'a pas réussi. Mais je ramène plutôt les raisonnements du côté d'un désordre entre dans la cour du chef et puis des échos qui nous parviennent de la vente de l'uranium, un produit que les Américains n'accepteraient jamais. Il semble même que la vente de ces uraniums ou d'uranium serait même à la base de la mort d'un président de la République, d'un ancien chef d'État que nous avons tué. Okay. Donc, il semble que quand les chargés de sécurité adjoints de Joe Biden étaient venus, la question était traitée sur la table. Donc, des informations qui nous parviennent sont celles-là. Et c'est là, tant que les sources officielles ne vont pas nous communiquer la vraie raison de l'arrestation de notre ancien sécurité, chargé de sécurité, pardon, notre ancien conseiller du chef de l'État chargé de sécurité, nous allons continuer à explorer d'autres pistes. Yves Bouya, est-ce que les gens ont-ils été arrêtés comme les stipule Edmond Izouba, ou vous aussi vous êtes dans la logique de ceux qui pensent et c'est tout simplement une guerre des palais, la cour du président est devenue comme une sorte de pétonnière et que les gens se rentrent dedans. Quelles sont les informations dont vous disposez, vous? Est-ce que François Béa a-t-il véritablement tenté un coup d'État? Non, moi je pense que c'est vraiment une guerre des palais, parce que quand vous suivez ce qui se passe là, vous imaginez vite que c'est ça les fondements d'une guerre des palais. Vous voyez d'abord la quadripartite qui avait vécu entre Museveni, Sassou, Tshisekedi. Quand vous voyez les vidéos, les images, au milieu de Tshisekedi et Museveni, il y avait Fortuna Bisselele. Bisselele, dans l'entourage du président, c'est pas n'importe qui, c'est le conseiller privé du président de la République. Et quand vous avez des informations venant de la présidence, il y avait vraiment un bras de fer acharné entre Bisselele et François Béa. C'est des informations que nous recevons, parce qu'il fallait ceinturer, contrôler les présidents de la République. Alors, quand François Béa aux arrêts, la personne qui remplace François Béa, c'est son assistant. Nous sommes journalistes, on sait quand nous orientons des politiques ici, nous connaissons quand une autorité a un problème, s'il faut extirper des informations, nous prenons ces informations auprès des assistants, secrétaires particuliers, parsec, directeurs de cabinet. C'est inimaginable que le conseil spécial soit aux arrêts et la personne qui les remplace, c'est son assistant. Non, mais ne confondons pas. L'assistant, là, il n'est pas comme assistant normal. Non. Les assistants, en fait, là-bas, d'après les informations que j'ai, ils sont effectivement comme les adjoints. C'est ça que je dis. Mais quand tu prends Jean-Claude Boukassa est complètement
l'opposé de François Béat, Jean-Claude Bokassa. Comment ça? Non, c'est ça que j'ai la guerre des palais, tous ils ne s'attendaient pas. Donc, vous voulez dire quoi? Dans ce qui arrive à François Béat, pour vous, les responsables, c'est lycée les Non, j'en viens. Moi, je dis pas que c'est lui, je ne confirme pas. Je suis en train d'analyser sur base des informations que j'ai. Parce que quand tu prends Jean-Claude Bokassa, c'était vraiment cette personne qui, des fois, qui s'opposait aussi à François Béat, bien qu'il était son adjoint. Donc, c'est des choses, des éléments comme ça qui prouvent qu'à un moment, c'est vraiment une guerre des palais. Guerre des palais, si vous comprenez bien, toutes les personnes qui ont été au cœur du pouvoir de Tshisekedi, si tu vois bien, tu analyses bien, Claude Perot-Louara, ne sont plus, pour la plupart d'entre eux, avec Tshisekedi. Soit décédés, soit mis à l'écart. Ceux qui sont décédés, je peux te citer ici, sont chargés des missions Jacques Ilunga, vous prenez les Kitenge Yezu, vous prenez les Tete Kaboué. Quand vous vous renseignez dans l'entourage du président, c'est des gens qui étaient puissants dans l'entourage du président. Ceux qui ne sont pas décédés, mais qui sont mis à l'écart, on te cite aujourd'hui Kabound. Kabound n'est plus avec les présidents de la République, bien qu'en étant président de l'UDPS. Kamere, il n'est plus. On lui a flanqué un procès 100 jours, c'était pour les mettre à l'écart. C'était ça l'objectif qu'il a détourné, mais pour poser des détournements, ça posait problème. On a mis Kamere à l'écart. Maintenant, l'autre puzzle, c'est maintenant François Béat, qui n'était pas n'importe qui dans l'entourage du président de la République. C'était lui l'homme des ambassades, l'homme des services, et c'est lui qui, des fois, garantissait les partenaires dans l'entourage pour le compte du président de la République. Mais maintenant, il fallait l'écarter. L'écarter, c'est quoi? Il fallait créer ces putschs. Parlons de ces putschs, de ces coups d'État. Comme Edmond l'a dit, s'il faille réunir tous ces éléments, ça ne prouve rien d'un coup d'État. Déjà, s'il y a un coup d'État, qui communique sur ce coup d'État? Ce n'est pas l'armée qui a communiqué. Quand il y a un coup d'État, c'est l'armée qui communique. C'est l'armée qui dit, voilà, nous avons manqué un coup d'État, et sur base de ces coups d'État, voilà, tel bataillon, telle unité a été à la base de ces coups d'État. Non. Et puis, c'est un porte-parole, le porte-parole du président de la République qui communique, Kassongo Mayamba, et puis 3 jours après, ça, et puis depuis silence radio, ça ne se justifie pas. Ce jour-là, il parle 3 jours après, ça ne se justifie pas. Je vous dis guerre des palais. Edmond l'a dit dans l'affaire de mining des miniers ici. Quand ici, l'affaire des miniers qui impliquait, je crois, certains ministres avec certains proches du président de la République, qui avait auditionné ces personnes-là? C'était François Béat qui avait auditionné ces personnes-là. Et certaines informations, même Bisselé avaient été auditionnées par François Béat. Vous comprenez un peu? Alors, il fallait trouver un moyen. Donc moi, je trouve que ça n'a rien, les éléments réunis ne prouvent pas... Donc Béat, c'est une victime. Oui, c'est une victime du fait que dans la cour, c'est devenu une sorte de pétrolière. Il fallait maintenant l'écarter. Maintenant, l'information que nous avons, il est en résidence surveillée à l'ANR. C'est quand même pas juste, incompréhensible, ça. Comment une personne, on les place dans des installations, on me dit qu'il est sur le 4e niveau, mais en résidence surveillée. C'est là où j'ai dit, moi, si j'interpelle Kapiamba, qui s'était porté garant, qui nous avait dit, au lendemain, aux heures qui ont précédé l'arrestation de François Béat, que Mbelou Biocha lui avait donné toutes les garanties qu'il serait très bien traité, qu'il allait être très bien traité. Mais moi, les informations en ma possession que j'ai, François Béat ne reçoit plus de la visite. Il mange presque à peine. Quand je dis presque à peine, quand on lui apporte à manger de sa famille, venant de sa famille, la nourriture arrive vers les 12 heures, c'est vers les 16 heures qu'il peut manger. Il ne reçoit plus de la visite de son médecin, de ses avocats. Ça pose problème. Maintenant, cette arrestation s'est transportée au niveau de la famille. C'est maintenant la femme et enfant, aujourd'hui, qui souffrent de cette absence de François Béat. Et je vous donne une information, les jours qui suivent là, il y aura une déclaration de la famille pour dire qu'il faut que l'État éclaire cette affaire. Où en sommes-nous? Aujourd'hui, j'étais sur kiosque avec maître Hervé Diaké, ce qui m'a dit que même l'AG de l'ANR n'est qu'un OPJ. Ça, c'est maître Hervé Diaké, ce qui me l'a dit. Il a dit ça sur le kiosque, ce n'est qu'on est pêché. À la limite, le temps que ça a pris, ça coûte, c'est déjà 21 jours depuis son arrestation. Il fallait à la limite que ces dossiers soient transmis au parquet et qu'ils devaient être auditionnés au niveau du parquet. Mais 21 jours, 20 jours après, rien n'est fait. L'info que je vous donne, les jours qui vont suivre, les jours qui suivront, nous aurons, je ne le confirme pas, mais nous aurons une déclaration de la famille de François Béat pour que la famille veut être éclairée dans cette affaire, pour qu'on leur dise au moins
qu'est-ce qui se passe? Non, mais moi, je pense est-ce que là, on n'est pas déjà en pleine violation du droit de M. François Béat? Voilà, justement. Est-ce qu'en réalité, l'homme ne devait pas à ce moment ici se retrouver devant son juge naturel? Est-ce que l'État n'est pas déjà là? La mère ne viole-t-il pas la loi et le droit de M. François Béat en ce moment ici? Voilà pourquoi j'étais prudent en parlant de François Béat, pas comme une victime, mais aussi pas comme un coupable. C'est-à-dire, aussi longtemps qu'on ne nous a pas éclairci les motifs pour lesquels il a été appréhendé et sa responsabilité, nous ne pouvons pas ici le considérer comme une victime. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la méthode de fonctionnement de l'Agence nationale de renseignement en cas d'une telle accusation ou de telles accusations. D'abord, je présume qu'avant de défendre quelqu'un, on doit connaître l'objet pour lequel il est poursuivi. Or, Georges Kapiamba, qui nous diffusait, qui nous pompait des informations à chaque heure sur la situation de François Béat, ne nous a jamais dit pourquoi est-ce qu'il a été appréhendé. Nous sommes en train de réfléchir sur des hypothèses, mais il y a des hypothèses où on peut accorder une thèse de crédibilité à 60%, à 40%. Donc, déjà à ce niveau-là, nous estimons que... Quand il dit qu'il ne mange plus, on refuse non, que mais son avocat attends, vienne, quand il est au cachot... ça, c'est quand même des violations graves de ses droits, non? Quand il est au cachot, moi, je pensais peut-être qu'il ne mange pas. Mais il me dit plutôt qu'il y a un problème d'horaire. La nourriture arrive à 12h. Le médecin ne voit pas. Non, mais écoutez, Perrault, nous avons eu des amis qui ont été incarcérés à l'ANER. Quelle était leur situation dans le passé? Ah, donc vous soutenez ces violations des droits de l'homme? Je ne peux jamais soutenir de violations. Quand vous dites quelle était leur situation, si ces amis-là ont vu leur droit être violés, vous voulez que ça continue? Ah, non, pas absolument. J'ai un frère avec qui on a fait la lutte ensemble, Carbone Béat Béni, qui aujourd'hui, à ses yeux, il ne sait pas correctement voir, parce qu'il a été détenu dans un cachot à l'ANER où il faisait complètement noir. Il n'y avait même pas un brin de lumière. Le jour où il a vu la lumière, ses yeux contact avec le soleil, il a perdu sa vue. Donc, nous ne pouvons pas aujourd'hui... D'ailleurs, je suis très heureux quand Yves Bouya me dit qu'il est en résidence surveillée. Ça veut dire que... Oui, ça veut dire qu'il est vraiment surveillé. Ça dit ces mouvements et mais tout ça. Mais c'est une violation de droit. Non, mais écoutez... Est-ce qu'il ne devait pas être transféré devant son juge? Il a un domicile. Non, ce qui est normal. Il a un domicile. Écoutez, il a un domicile. Je suis d'accord. Ça, c'est très normal. Mais pas en résidence surveillée. Écoutez, je suis d'accord qu'on lui ramène dans son domicile. Mais nous savons aussi que notre frère qui s'est pendu, bon, c'est dans la thèse qu'on nous a inventée devant la justice. Comment il s'appelle? Le général Delphin Kalimbi, il était aussi en résidence surveillée, mais cela ne lui a pas permis de se donner la mort. Donc, nous savons que François Béat, c'est un barbouze. Un barbouze, on ne l'arrête pas comme ça. Un barbouze, c'est lui qui a travaillé dans un domaine de sécurité, dans un service d'intelligence, même si c'était civil, mais il gérait les militaires. Donc, vous voyez, donc s'il y a... Donc on l'arrête pas comme ça, ça veut dire que c'est Tshisekedi. Ça veut dire que... C'est Tshisekedi qui a ordonné qu'on l'arrête. Pour d'abord qu'il soit arrêté, moi je vous l'ai dit, il faudrait qu'il y ait des indices sérieux de culpabilité. C'est-à-dire, il y a eu un service en amont qui a fait le travail d'enquête et pour arriver jusqu'à son arrestation. Et puis, moi j'ai dit, si réellement le dossier paraît clean, pourquoi ne pas le laisser? Pourquoi on serait en train de prolonger? Mais si on le prolonge, je pense que l'ANER doit avoir des arguments pour se justifier. Et puis vous dites que ce qui est un peu bizarre, Melou Biocha, c'est un OPJ. Non, écoutez, écoutez. C'est effectivement, il est OPJ. Oui. Il est OPJ, c'est son grade OPJ. Mais en fonction, quand on prend les équivalences en grade, il n'est pas OPJ. OPJ, c'est peut-être une fonction. Mais le grade, je pense qu'il est supérieur, il est comparable à un administrateur d'une entreprise publique. Je ne sais pas si je suis en train de dire des mensonges ici. Non, mais il est OPJ en compétences, il a des compétences assez réduites à un moment donné, donc il devait transférer l'homme devant le juge naturel. C'est un peu comme le travail d'Alinguette aujourd'hui, qui est celui de fournir à la justice des enquêtes et de transférer les dossiers. Donc c'est comme ça que l'ANER devra aussi agir. Non, mais l'ANER ne l'a pas fait, c'est ça le problème. Détient tel encore. Ce sont des questions que nous devons interroger. Non, mais c'est comme ça que lui dit, ça c'est une violation de ses droits, c'est ça le problème.
je suis d'accord, on parle de 72 heures. La durée de détention. Il est déjà... Mais non, vous savez, moi, j'ai accompagné beaucoup d'acteurs politiques qui ont été impliqués dans des dossiers de prisonniers, bon, pas impliqués comme tels, mais qui ont été prisonniers politiques de l'époque de Kabila. Mais à chaque fois, les avocats venaient avec les dossiers de l'ANER pour dire, voilà, ils ont passé beaucoup de temps. Tous ces griefs, toutes ces exceptions étaient balayées par les juges. On ne voulait même pas entendre parler. Imaginez, il y a des gens qui ont fait plus d'une année dans des cellules de l'ANER. Mouyamba aujourd'hui poursuit Kalev parce que Kalev, non seulement il a fait passer beaucoup de temps à l'ANER, mais aussi les actes de torture sur son corps. Il y a encore des traces, il y a encore des cicatrices, des stigmates et ainsi de suite. C'est pour dire que quelque part, nous pouvons commenter sur le délai légal. Mais peut-être qu'il peut y exister des exceptions. Allez, écoutez, moi je ne suis pas d'accord avec Edmond. Parce que là, c'est comme s'il veut justifier l'indéfendable. Ce n'est pas normal que l'ANR détienne quelqu'un pendant 20 jours. Ce n'est pas normal. Il reconnaît ici que M. Jean-Hervé Mbelou-Biocha est un OPJ. Mais si à la limite il a auditionné une personne, un détenu pendant 2-3 jours, pourquoi encore les maintenir pendant longtemps? Qu'il soit déféré devant son juge naturel. Nous avions dénoncé ça sous les régimes de Tshisekedi et de Kabila. Oui, ces méthodes, nous avions dénoncé ça. Qu'est-ce que vous reprochez à François Biya? Là, on est là, nous tâtonnons sur les analyses. Mais est-ce que cette situation cette situation est profitable au régime? C'est ça que nous devons comprendre. C'est ça qu'on doit comprendre. Maintenant, quand on dit, on prolonge maintenant son séjour, sa détention. Mais qu'est-ce qu'on subit après? C'est des arrestations. Mais qui est-ce qu'on arrête? Est-ce que c'est vrai qu'on a arrêté? Mais c'est ça que mon père... On dit qu'on a arrêté les gens au niveau de la JR, la garde républicaine. Qui sont ces gens? Quand on parle de la sécurité du président de la République, je vois en premier Chiwewe. Mais Chiwewe est là. Le général Christian Chiwewe. Oui, mais Chiwewe est là. C'est lui qui détient la sécurité, la survie, la vie du président, pas sur le plan naturel. Mais Chiwewe est là. Qui sont ces gens qu'on arrête? C'est là lui-même remet en cause le complot d'un coup d'État. Mais qu'on nous dise ici. Alors moi je pense que nous sommes dans un schéma pour maintenant justifier la détention de François Biya à l'ANR. Il faut maintenant boutiquer des arrestations. Mais qui sont ces personnes qu'on arrête? Dans l'armée, qui sont-ils? Je vous dis d'abord ici, quand ce monsieur a été arrêté, François Biya, qui a communiqué? Ce n'est pas l'armée. Dans un pays, c'est quand un coup d'État, c'est l'armée qui communique. Moi, je le vois, M. Célestin Balal, pour nous dire, oui, il y a une tentative de coup d'État, tel bataillon, telle unité a été arrêté, tel monsieur est en audition. Mais jusque-là, qui a communiqué? 3 jours après, on voit M. Kassongo nous dire des indices sérieux. Mais dans l'autre temps, on dit coup d'État. Mais écoute, soyons sérieux. Moi, j'ai dit à M. Mbelou-Biocha, c'est qu'Edmond dit, il ne peut pas ça, Edmond veut défendre l'indéfendable. Le président de la République avait instruit, nous devons fermer tous ces petits cachots-là, et à la DGM et à l'ANR. Moi, je suis encore étonné que ces cachots existent. C'est là où j'ai dit qu'on ramène M. François Biya devant son juge naturel. Qu'on initie même une petite commission, si on veut bien. Mais les détenus pendant plus de 20 jours, M. Mbelou-Biocha laissé, il n'est qu'un OPJ. Ça, c'est illégal. Ça, c'est l'arbitraire. On ne peut pas accepter ça. C'est là où moi j'ai dit, comme les méthodes décriées hier, combattues hier, on ne peut pas aujourd'hui imposer ça aujourd'hui. On ne peut pas. C'est là où moi je demande qu'on nous dise. C'est là où j'ai dit ici, la meilleure méthode ici, c'est la méthode de la mise en écart. Parce que tout ce que nous défendons ici, tout ce que nous disons ici, rien ne marche. Rien ne tient. Ce qui tient, il fallait mettre monsieur de côté, il fallait qu'une autre personne puisse avoir le contrôle. C'est ça le schéma. Dire ici, bon, dis-moi maintenant, réponse à la questionnement. Au nom de quoi M. Mbelou-Biocha détient, soit détiendrait monsieur François Biya au jour de l'ANR? Au nom de quoi? Au nom de quoi? 20 jours après, qu'est-ce qu'il y a? M. Cap m'a dit qu'il a été notifié sur la commission, sur les rapports. Mais où en sommes-nous? Où en sommes-nous?
Madame, Monsieur, vous suivez l'émission CPL Débat ici à CPL Télévision. Deux invités m'accompagnent donc sur ces plateaux. À ma droite, vous avez Monsieur Yves Bouya et à ma gauche, vous avez Edmond Izoua. Les deux sont des journalistes avec qui on fait donc l'analyse de l'actualité politique. J'avais commencé le premier thème ici, le deuxième, je vais aller de l'autre côté. Yves Bouya, apparemment, Moïse Katumbi a inauguré son siège en pompe, mais l'homme commence à se faire petit à petit lâcher par ses lieutenants. Vous avez suivi ce matin Monsieur Lutundula qui a exprimé sa loyauté au président de la République. Vous avez la vice-ministre qui est avec Sesanga. Sesanga a quitté l'Union Sacrée, il a lâché. On dit que Moïse Donzangui n'est plus avec Katumbi. Comment il s'appelle, Christian Mwando, même il ne serait plus avec Katumbi. Est-ce que les vrais lieutenants de Katumbi ne sont-ils pas en train de les lâcher? Est-ce que Katumbi gagne encore en restant avec Tshisekedi, qui commence d'une certaine manière déjà à débaucher dans son rang? Écoutez, sincèrement, moi, quand j'avais fait les déplacements de Kisangani pour couvrir son arrivée à Kisangani, le lancement de son parti politique. De son parti politique, merci. J'étais pour le départ de Katumbi dans l'UCN, dans l'Union Sacrée. Il n'a plus sa place là-bas. Il n'a plus sa place là-bas. C'est des humiliations, Mais moi, quand j'ai suivi son speech, en train de dire, bon, je vais rester, je suis là, bien qu'il avait pas la métaphore, mais il devait prendre son courage et partir. Mais c'est un politique, il sait pourquoi est-ce qu'il est parti, il a mené des consultations à l'interne, il a mené des consultations à l'international, il a peut-être des infos que nous n'avons pas, et là, il préfère rester. Mais là, quand il préfère rester, vous connaissez la culture des hommes politiques congolais ici, comment est-ce qu'ils sont? C'est quand ils sont une fois dans la marmite, ils sont en train de bouffer, ils ont des honneurs, c'est des gens qui jettent tout en pâture. Ils jettent tout en pâture. Est-ce que vous comprenez qu'un homme comme Lutundula, respecté, intellectuel rompu, aujourd'hui, face à cette transhumance comme il est en train de faire? Moi, ça me faire. dépasse qu'un monsieur comme Lutundula dise je reste loyal à Tshisekedi. Non. C'est quoi cette affaire des loyautés autour sur des individus? C'est quoi cette affaire? Et avec l'âge de Lutundula, c'est quoi cette affaire? Je reste loyal. Tu ne vois pas la vision. Non, mais peut-être le problème, c'est Katumbi lui-même qui ne se fixe pas. Tantôt, il dit qu'il n'est pas avec Tshisekedi. Il est avec Tshisekedi. Tantôt, il dit qu'il ne va pas partager les bilans de Tshisekedi. Tantôt, il donne des lignes rouges. Écoutez, Perrault, c'est compliqué. Nous devons rester objectifs. Sur les bilans, M. Katumbi partagera les bilans avec Tshisekedi. Olivier Kamita, toi, dit il est hors de question. Non. Ils ont des ministres dans les gouvernements. Ils ont des délégués dans les institutions. C'est un bilan, ça c'est normal. Il a vu après la Mouka, il s'est dit que moi j'ai toujours dit ici, quand Fayoulou avait dit à Katumbi qu'il faut rester créer un bloc, Katumbi a dit, moi je vais soutenir Félix, c'était légitime. C'est un frère à l'époque, il disait. Oui, mon frère, je vais soutenir, c'était légitime. Ils sont partis avec Bemba, c'est légitime. Fayoulou est resté. Mais c'est pas ça la vie continue. Mais là où il est maintenant, c'est qu'il subit. Nous on pensait qu'il allait prendre ses responsabilités en quittant l'Union Sacrée. Mais quand il a voulu rester, mais il doit subir ça. Il doit subir les humiliations, il doit subir les insultes, il doit subir les coups bas. Mais là, au-delà de cela, ça n'enlève en rien en lui, comme Katumbi. Parce que ici, écoutez, Perrault, vous savez, les partis politiques reposent... la force d'un parti politique repose sur l'ancrage sociologique de son leader, de la personne qui a créé ces partis politiques. Kamere va rester Kamere, l'UNC va exister autant que aussi l'autre que Kamere sera en vie. Les CD existeront. Ça comme les musiciens. C'est ça. Les CD. Les hommes, c'est Wera. Oui. Les CD existeront autant que Fayoulou sera là. Les MLC autant. Ensemble même. Autant. C'est là, c'est des leaders politiques. Ils ont pignon sur rue. Ils ont de l'ancrage sociologique. Donc Katumbi, un moment, autant que Katumbi, c'est comme le disait, il va se réveiller un matin. Il va juste prendre une bouteille avec un décapsuleur. Gongo, clocher. Donc vous conseillez quoi, Katumbi, de quitter l'Union Sacrée? Pour moi, Bouya, il devrait quitter l'Union Sacrée. Pour moi, il devait quitter l'Union Sacrée. Mais en restant dans l'Union Sacrée, il est dans un schéma où il subit toutes les humiliations, comme Kamere les subit, comme Bemba, qui est là qui attaque la loi électorale. Si cette loi électorale ne l'arrange pas, va quitter. Et lui-même, Katumbi, il subit ces humiliations. Donc, pour moi, Bouya, c'est une analyse, il devrait quitter cette union sacrée. Mais comme il a préféré rester, lui-même, le Sénat pourrait préférer rester, peut-être l'attendre 2023 pour prononcer sa candidature. Et moi, est-ce que tu vois les choses sur cet angle-là? Non. Katumbi. Ça veut dire que
si on analyse bien, le choix pour Moïse Katumbi de rester dans l'union sacrée est judicieux. Pourquoi? Parce qu'il aurait connu pire que ça. Si Katumbi, de façon émotionnelle, un peu comme il a été poussé, peut-être que les gens qui les poussaient à prendre très vite cette position, ou qui les mettrait en deux phasages avec Félix Tshisekedi, c'était des gens qui n'étaient plus avec lui. Ah, il n'est pas en déphasage avec Tshisekedi? Non, pas du tout. Katumbi est encore en harmonie avec Tshisekedi? Mais attends, jusqu'à la preuve du contraire, les divorces n'est pas déclaré. Ils sont toujours ensemble. Il a entamé des négociations, de consultations. C'est un couple qui ne marche plus. Oui, mais ça ne justifie pas les divorces. Mais oui, non, dans un couple, c'est une relation de j'étais moi non plus. C'est hypocrite, ça. C'est hypocrite. Dans un couple, il peut y avoir séparation des corps. Mais tant que le juge n'a pas encore rendu son jugement sur le divorce... Ah, donc ils sont en séparation des corps? On peut les dire. On peut les dire comme ça. On peut les dire comme ça. Il va pas dire pour la bande. Oui. Des enfants terribles. Bon, les politiciens sont vraiment des enfants terribles. Parce que il a réfléchi deux fois qu'il avait une moisson abondante à l'Assemblée nationale, qu'il fallait à tout prix préserver. Il avait également ses représentants, ses têtes au gouvernement qu'il fallait préserver. Mais qu'est-ce qui va se passer si aujourd'hui Katumbi se sépare ou se divorce d'avec Félix Tshisekedi? On ressuscite tout ce qui est contre lui. On ressuscite. Parce que là, donc il a peur. C'est par peur qu'il ne quitte pas. Ressusciter tout ce qui est contre Moïse Katumbi, ça veut dire quoi? On peut lui trouver les cadavres dans le placard, comme on dit. Pas seulement ça. Il y a les opérations de charme au-delà de ça. On peut faire chavirer le député de l'autre côté de l'Union sacrée. C'est comme ça qu'on a fait à Kabila. L'Union sacrée, pour le moment, est encore forte. Ils n'ont pas de réalisation, nous pouvons bien beau les critiquer, mais sur le plan du pouvoir, ils les conservent. Et donc pour vous, il doit rester là par peur? Non, pas par peur. Pas par amour, pas par idéologie, mais par peur. Par stratégie politique. N'oubliez pas que Katumbi, c'est un, comment on dit, blessé de guerre. La première guerre que Katumbi a ratée, où il a été fortement blessé, c'est la présidentielle de 2018. Katumbi n'y a pas pris part. Tout simplement parce qu'il s'est déclaré un peu plus tôt que les autres qu'il sera candidat, il fera du mal à Joseph Kabila. C'est alors qu'il a été abattu. Et pendant que les autres se préparaient et tout ça, sur le plan stratégique, comment sortir leur candidature, lui, il était le premier à le faire. Et il s'est grillé. Alors, il ne pourra pas alors répéter la même bêtise. Donc il faut, s'il le fera, il doit le faire de manière stratégique. Comme je l'ai dit, la séparation des corps. Mais le divorce n'est pas encore prononcé. Pourquoi il maintient lui-même cette lenteur? C'est en connaissance des causes. Non, mais vous pensez que la rupture viendra, mais pas pour le moment. Ben, je vous assure que peut-être que la rupture est déjà définie et programmée. Je vous ai parlé tout à l'heure de cas de divorce. Peut-être que le divorce est déjà programmé par les juges. Mais tant que ce n'est pas encore prononcé, on ne peut pas crier au divorce. Donc, moi, j'estime qu'à ce niveau, le coup que Katumbi est en train d'enregistrer contre son camp, ne le laissera pas justement aux côtés de Félix Tshisekedi. Attendez une minute, je vais bientôt là, tout à l'heure, hier seulement, Katumbi a lancé son parti politique. Il a inauguré le siège de son parti. Aussitôt, c'est la déclaration de Lutundula. Est-ce que vous ne comprenez pas qu'on répond coup sur coup contre Katumbi? Est-ce qu'il faudrait que Katumbi réponde aussi par ses sorties médiatiques? Non, je ne pense pas. Ce qu'il a fait et ce qu'il estime être une œuvre royale et politiquement représentative, c'est d'implanter d'abord son parti politique. Il était à Kisangani, il a fait un plan. Vous avez attendu une réaction. Son porte-parole est venu ici, son directeur de cabinet. Il a parlé, Olivier Kamitatou. Vous avez entendu une réaction. Il a inauguré le siège. Vous avez entendu une réaction. Donc, les gens sont préparés. Si ce n'est pas peut-être, ça serait stratégique pour eux. À chaque fois que quand Katumbi soulève sa tête pour parler, il doit y avoir un répondant de l'autre côté.
Mais c'est bon, c'est la politique, non? C'est de la politique, voilà pourquoi j'ai dit, cette politique-là n'aide pas le pays et n'aide pas le chef d'État. Sinon, Kabila serait le meilleur chef de l'État parce qu'il regroupait derrière lui beaucoup de partis politiques. Mais c'est un individu parti politique, Pourquoi? Parce que ce sont ces individus-là qui ont quitté le parti, qui pensaient qu'ils étaient plus forts que leur leader. Kangou Dia est où aujourd'hui? Tirons les leçons du passé. Kangou Dia a quitté Vital. Qu'est-ce qu'il est devenu par la suite? Bruno Tshibala est où? Il a quitté l'UDPS. Il est où? Tirons les leçons du passé. Bruno Tshibala a mangé avec Kabila. Kabila a été regroupé derrière lui plus de 300 partis politiques. Et aujourd'hui, le PPRD, son unique parti politique, est en train de peiner pour sortir la tête. Donc, ça n'aidera pas les chefs aujourd'hui si les gens se regroupent autour de lui, qui ne représentent rien, que le chef s'entoure de leaders qui sont incontestables sur terrain et qui représentent quelque chose au lieu de s'entourer. Un député national, on sait comment ça s'acquiert. Mais tu voulais on sait comment ça s'acquiert. Donc, ce que j'allais dire, c'est que nous sommes des journalistes. Nous savons que la collaboration, la relation, Katumbi, Tshisekedi, ça ne marche plus. Ça, c'est normal. Il faut oublier. Ça, il faut oublier. Quand un dit on attend, il faut l'acte de divorce. Non. C'est des gens qui sont là par hypocrisie. Tshisekedi sait que Katumbi, c'est un adversaire de taille pour moi. Katumbi sait que Tshisekedi aussi, parce que quand tu parles avec les Katumbistes, ils vous disent que Katumbi, c'est les prochains. Mais quand les prochains, quoi? On l'appelle déjà le prochain. Les prochains, quoi? Donc vous voyez un peu. Salut à notre ami Peter. La stratégie maintenant, peut-être là où je peux donner raison à Edmond, c'est une bonne tout comme une mauvaise stratégie de la part de Katumbi. Mauvaise stratégie, il ne veut pas s'assumer. Peut-être lui, mais peut-être l'entourage qui lui dit, président, ce n'est pas... Non, il ne veut pas seulement faire de la politique de la terre brûlée. Non, il faut répondre... Écoute, peut-être pas, mais non, on va sortir des histoires. Non, c'est ça que j'ai dit. J'ai dit, sa stratégie, des fois, c'est une stratégie, je vous dis, des fois qu'il les met en difficulté, des fois qu'il arrange aussi. En difficulté, c'est là où il est en difficulté, il est en train d'être dépouillé maintenant de ses lieutenants. Il sera peut-être aussi dépouillé de ses députés. Vous voyez un peu. Maintenant, la bonne aussi stratégie de sa part, c'est que il s'est dit, comme Edmond l'a dit, que si par exemple j'ai quitté maintenant, est-ce que j'aurai une candidature, ma candidature sera acceptée. C'est ça le problème. Il faut amener l'hypocrisie juste à un certain niveau. C'est là où je dis ils ne sont pas sincères. Jusqu'à sa limite. Là, ils auront comme ça jusqu'en 2023. Pourquoi? Parce que s'il quittait, il aura une candidature qui sera en difficulté. Mais là, dans sa logique à lui, il faut tuer cette mauvaise jurisprudence qui ne l'aide pas à être candidat. La mauvaise jurisprudence, c'est quoi? Je vais en hypocrisie avec toi, mais à la limite près que la CENI accepte d'abord ma candidature et le reste on verra après. C'est là où je dis, la bonne stratégie, c'est une bonne tout comme une mauvaise stratégie. Mais l'idéal serait, pour moi, Bouya, de quitter l'Union sacrée, parce qu'il a déjà trop subi avec Kabila. S'il subissait les mêmes choses avec Tshisekedi, ça en serait de trop. Peut-être qu'il en subit moins. Non, écoute d'abord. Non, écoute. Il a déjà trop encaissé avec Kabila. L'exil. Tout s'est bien pris. Il a déjà encaissé. Il a déjà subi ça. Il a déjà souffert de ça. Pendant 3 ans. Maintenant, s'il a subissé avec Tshisekedi, ça allait de faire des trop. En faire des trop comment? Ça allait alerter la communauté internationale. Tshisekedi qui prend l'état de droit. Il allait être la victime. Il allait jouer la victimisation. C'est là où je dis... Donc ça allait lui profiter d'une certaine manière. Vous allez profiter à Katumbi. C'est là où je dis, il devrait à la limite s'assumer, dire... Je m'en vais, je vais voir ce qui va arriver, je suis un soldat, d'ailleurs ça, j'ai déjà trop subi avec Kabila, Kabila qui était un dictateur, j'ai trop subi avec lui, j'ai trop subi avec lui, avec Tshisekedi qui prend l'état des droits, je l'ai soutenu, on va partir comme ça. Pour moi, il devrait quand même
prendre ses responsabilités en quittant et se battre comme un vrai soldat. Non, non, mais je pense que quand nous avons de leaders politiques en face de nous, nous devons aussi connaître leur nature et leur manière d'agir. Je ne pense pas que Moïse Katumbi soit un vent en guerre comparable à Martin Fayulu. C'est pas un guerrier. Non, un vent en guerre, ça veut dire c'est quelqu'un qui a la foudre des guerres. Oui, 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 la politique de la terre brûlée. Il est tout capable de chambouler en un clin d'œil. Katumbi, il a une posture de conservateur. C'est un homme de la mesure. Oui, de la mesure. Il ne prend pas des mesures aussi assez radicales. Et lui-même, il n'est pas aussi radical. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui prend son temps et à la limite, qui se retire des fois. Moi, je me rappelle, quand on parlait des prisonniers ou des personnalités emblématiques qu'on devrait à tout prix gracier, soit pour leur libération, ou soit pour leur retour au pays après l'exil. Mais Katumbi a appelé pour dire, de toutes les façons, si mon cas est en train de bloquer pour l'avancement des négociations au niveau de la Senco, je préfère me retirer. Et il s'est retiré tout bonnement. Et on a avancé avec les négociations. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est aussi radical, qui peut se manifester à une circonstance ou voir la fin d'une chose comme ça avec beaucoup de facilité. Donc, c'est un conservateur, c'est quelqu'un qui prend quand même beaucoup de temps. Il n'est pas assez fragile, il n'est pas aussi assez solide comme tel, mais il est au milieu. Donc, c'est une posture que moi, il sait jouer avec les temps. Je donne... non, pas avec les temps. Pour Katumbi, rien n'est fatal. Il n'y a aucune fatalité. Il a déjà raté une élection. Il dit même assez proche que c'est pas... être président de la République n'est pas une obsession pour lui. Oui, bah pour lui, effectivement. Si ça vient, ça vient. Si ça vient pas, ça vient pas. Pour Katumbi, en tout cas, c'est le bien-être de la population qui peut l'arranger. Okay. Il n'est pas chef de l'État. Mais regarde ce qu'il fait. Regarde ses investissements privés qui nourrit la population gratuitement. Il construit des maisons gratuitement pour les gens. Alors, s'il y avait des ambitions derrière ce qu'il pensait, il pouvait être plus radical et être meilleur de tous les acteurs. Allez, on va finir. On est à la 50e minute. Peut-être un mot. Vous avez vu Matata Ponyo être refusé d'embarquer pour aller enterrer sa sœur à Lubumbashi. Vous dites quoi? La DGM a raison parce qu'on dit que c'est la haute hiérarchie qui a décidé. Écoutez, ça c'est sadique. Je l'ai dit sur les plateaux de Jean-Marie, pas plus tard qu'hier. Les samedis, j'étais avec Edmond. C'est sadique ça. Matata Ponyo, ancien PM, sénateur, il perd sa propre sœur. Il dit, j'ai migré en Lubumbashi pour pleurer ma sœur. Et il arrive à l'aéroport, 2-3 petits flics lui disent, non monsieur, vous n'allez pas traverser, vous n'allez pas embarquer. Pourquoi je ne vais pas embarquer? Non, la hiérarchie n'a pas encore... C'est quoi cette hiérarchie? C'est quoi cette hiérarchie? On dit qu'on lui a dit que la décision vient d'en haut. Moi, ce que Tshisekedi fait, c'est que ce pouvoir fait. C'est un pouvoir qui construit ses adversaires. Ça construit ses adversaires. Ça, c'est construit Matata pour rien. C'est construit Matata pour rien. Qui est Matata? Demain après-demain, les gens vont passer Matata, vont parler Matata, vont récupérer Matata à cause de l'UDPS. Dis-moi qui est Matata? Qui est Matata? Dis-moi d'abord qui est Matata, qui connaît, à part son petit Maniema là. On dit qu'on les fait souffrir parce qu'ils auraient refusé. Est-ce que d'abord Matata est présidentiable? C'est la question qu'on peut se poser. L'UDPS rend Matata présidentiable? Ça, ils ne le savent pas. À part son petit Maniema là sur l'université là, qui connaît Matata? Est-ce que Matata peut aller au Bandundu, il peut aller au Katanga, il peut aller au Congo central? Matata peut-il réunir 10 000 personnes à l'exception de Maniema? Qui connaît Matata? Mais l'UDPS rend Matata fort, rend Matata populaire. Regarde ce que Matata a connu ici, champion en surfacturation, l'homme de Pukanga Lonzo, bien que des fois qu'il ait été acquitté par la justice, par la Cour constitutionnelle. Mais l'image de Matata d'hier, pendant le régime de Kabila, ce n'est plus l'image de Matata d'aujourd'hui. L'UDPS blanchit Matata. L'UDPS travaille Matata. L'UDPS rend Matata costaud. Ça, ils oublient, ça n'ont pas la cervelle pour ça. Et demain, après-demain, à faire ce qu'il faut en Matata, demain, après-demain, Matata va se constituer, il sera là, il va se diriger en candidat président. Pourquoi? Parce qu'il y a les Congolais lambda qui vont dire, ah oui, il peut se Nicolas Rai.
Bakanga écoute. Basambi Saï. Regardez l'affaire de ces immunités. C'est grave. C'est grave, une affaire pour laquelle la Cour constitutionnelle a déjà tranché. Il va siéger, on voit le tout-puissant battre Maradona. Pourquoi vous savez pourquoi je l'appelle Maradona? Parce que Maradona fait un grand dribbleur. Ouais. Laissez battre tranquille. Non, on voit le tout-puissant Maradona dire non, j'attends être notifié. La Cour se prononce. La Cour constitutionnelle. Et Matata, qu'est-ce qu'il fait? Matata joue à la victimisation. Et lui, il aime ça, Matata. Il aime ça. Il aime ça maintenant. Ça rentrera dans l'actif de Matata. Et ça, l'UDPS ne comprend pas ça. Pourquoi en vouloir à un monsieur comme Matata, qui avait une image ternie dans l'opinion? Maintenant, là, nous parlons en bien de Matata. Là, nous parlons en bien de Matata. Nous, parce qu'on ne peut pas accepter l'arbitraire. Ça va de l'arbitraire. Parce que, dis-moi, humainement, qui peut accepter ça, Péro Noira? Qui peut l'accepter? C'est être sadique. C'est être sadique, ça fait mal. Mais quand on va voir Matata, on va là. Moi qui ai critiqué Matata hier sous Kabila, maintenant je parlerai en bien de Matata à cause de l'UDPS. À cause de l'UDPS. Alors, j'ai dit à l'UDPS, arrêtez de créer vos adversaires vous-même. Ce que l'UDPS a fait. Tshisekedi a été grand hier. Parce que des fois, il a subi ces atrocités sous les régimes de Mobutu. Tshisekedi, papa, pas les fils. Papa. Et c'est ce qui a donné la naissance, la force à l'UDPS. Matata aujourd'hui, dont l'UDPS veut tenter de bloquer, c'est un Matata que l'UDPS rend fort. Pour ne pas s'occuper de Matata, faites fi à Matata. Faites fi à Matata. Il veut se rendre, laissez le parti. Il veut se rendre à Goma. Laissez le parti. Qui parlera de Matata? Personne ne parlera de lui. Et ça, c'est une bonne politique, une mauvaise stratégie politique. Edmond, est-ce que vous aussi, vous êtes un peu en colère, un peu triste de voir qu'on ait décidé d'empêcher Matata d'aller enterrer sa sœur? Ça devient des trop. C'est ce régime d'autorisation à chaque fois qui empêche aux gens de circuler bonnement. Vous savez, le pays... Il faut même ajouter à cela Peter Tiani. Oui, non, c'est pas normal. Moi-même aussi. Tout cela. Mais Edmond, les rares des fois que nous voyageons, c'est avec Zoé Kabila. Mais les rares des fois, ça devient des trop. C'est avec Chapelet à main quand nous voyageons des fois. Ça veut dire... Tu arrives à la deuxième, au box, la deuxième, on te regarde plus de 10 fois. Et tu as ton chapelet à main, mon Dieu, je passerai, je ne passerai pas. C'est quoi ça? Voilà. Donc il ne faut pas que les gens aient peur de circuler dans leur propre pays. Vous savez, dans un pays... Dans une démocratie, il y a ce qu'on appelle les fondamentaux. C'est des piliers qui soulèvent un État qui se dit État de droit. Notamment, nous avons ce qu'on appelle les libertés fondamentales. La liberté d'expression, la liberté de mouvement et tout ça. Si maintenant dans un pays, dans une démocratie, ces actes qui sont des notions élémentaires de droit commence à être orchestré, ça devient un problème. Ça devient un problème, pourquoi? Parce que un des piliers essentiels est en train de partir. Un autre partira et la case de la démocratie sera penchée. Voilà pourquoi on parlera cette fois-là des dérives dictatoriales. C'est-à-dire, nous quittons d'une phase de démocratie pour le faire remplacer par une autre. Je n'aimerais pas qu'on atteigne ces niveaux-là. J'aimerais plutôt que ces dénonciations interpellent les autorités. Nous ne sommes pas obligés aujourd'hui de venir sur un plateau pour parler d'un individu. Il y a des sujets très importants. Le peuple nous reproche. Le petit peuple dans la cité. Parlez-nous de l'économie, parlez-nous du social. C'est des problèmes essentiels que nous pouvons en débattre tous les jours, même sur le plateau. Mais nous sommes obligés d'en parler parce que ce sont des leaders politiques qui sont inquiétés. Parce que derrière eux, ils drainent une masse de gens. Parce que ça prend l'actualité. Non. Évitez-nous ce genre de sujet, Monsieur le Président de la République. Laissez les gens circuler. Vous étiez dans l'opposition. Vous avez vécu ce genre de choses. Vous ne pouvez pas venir aujourd'hui nous le répéter comme si c'était de la bonne gouvernance, comme si c'était de la bonne démocratie, comme si c'était de l'état de droit.
Donc je pense qu'on a assez exagéré sur ça et ça s'est fait de manière répétée. On a parlé des Peter, on a parlé des Perrault, même des journalistes, qui à l'époque de Kabila n'étaient pas inquiétés, commencent à être inquiétés avec Tshisekedi. Mais non, on prend Zoé Kabila, son passeport ordinaire, on l'arrête, il doit d'abord aller se présenter à l'ANER physiquement pour qu'on lui donne des raisons essentielles, évidentes, et puis après on le laisse partir. Je pense qu'avec Matata, on le laissera ça aussi partir. Mais le problème est que quelqu'un qui part pour une visite humanitaire, quelqu'un qui est affecté par une situation de décès, vous l'affectez doublement et surtout sur le plan psychologique, vous pouvez la déstabiliser. Donc, j'estime, je vois ça comme une atrocité assez grave contre le droit de l'homme, contre les droits fondamentaux qui pouvaient garantir une sécurité en démocratie, mais qui aujourd'hui est en train de piéger la même démocratie. Bon, Matata est là, je ne pense pas que ça les faiblira. Non, pas du tout. Peut-être que vous avez dit qu'on est en train de les rendre forts. On est en train de fabriquer. Absolument, parce que imaginez qu'on est en train de parler de Matata maintenant. Dans d'autres plateaux, dans d'autres télévisions, on parlera encore de lui. On ne sait pas combien on reviendra sur son sujet autant de fois qu'on lui refusera de voyager. Et surtout que Matata, on lui a refusé de siéger au Sénat par un membre de l'Union sacrée. On considère Matata aujourd'hui comme un camp de l'opposition. Alors, nous, la presse, notre travail aussi, c'est de protéger les faibles, les marginalisés. Et dénoncer. Et les dénoncer. Donc, nous sommes en train de dénoncer les bourreaux des marginalisés et les bourreaux des faibles. Donc, le bourreau de Matata, c'est qui? C'est l'Union sacrée. Non, c'est le pouvoir, c'est les régimes, c'est les institutions de la République. L'affaire Zoé. Quand on parle du Sénat, c'est une institution de la République. Alors, quand on parle de l'ANER, quand on parle des services d'intelligence, c'est le gouvernement. Alors, nous sommes en train de dénoncer cela pour que cela change. Hier, nous avions dénoncé la gestion du pays par les clans Kabila. Zoé, Jeannette, leur propre frère Joseph Kabila. Il nous a toujours pas payé, Jeannette Kabila. Toujours pas. Bon, non, il a toujours maintenant, pas payé. Zoé, les méthodes décriées hier, Perrault, les méthodes décriées hier. Sont utilisées aujourd'hui. Zoé Kabila. Qui pouvait parler en bien de Zoé Kabila? Mais nous sommes là. Nous protégeons Zoé maintenant. Mais pourquoi on refuse à Zoé de voyager? Pourquoi? Pourquoi on a revu son passeport? Pourquoi Tshisekedi verse dans ses méthodes? Parce que quand on parle de la hiérarchie, nous conçoit la hiérarchie. D'où viennent les autres? C'est qui la hiérarchie? Qu'on nous dise. C'est qui la hiérarchie? La hiérarchie a dit. C'est qui cette hiérarchie? C'est Tshisekedi? Ce sont ses collaborateurs ou ce sont des institutions? C'est qui la hiérarchie? Il faut qu'on nous dise la hiérarchie. Pour qu'on sache, ah, c'est vous la hiérarchie. Mais sur la hiérarchie, nous avions dénoncé ça, il faut arrêter ça. Moi, j'ai voyagé avec toi pour le Bumbashi. Je t'ai vu comment tu priais. Je t'ai vu comment tu priais. Hein? Non, je ne priais pas. Non, tu priais. Avant le vol. Oui, tu priais. J'étais anxieux, je me disais... Mais Perrault, ces pouvoirs ici, écoutez Perrault. Pas si tu allais embarquer. Les pouvoirs de Tshisekedi, nous considérons sont comme des pouvoirs. Il y a ma lutte, il y a ma force à changement. Il y a peuple. Mais comment nous les forces à changement? Peuple. Donc comme il y a pouvoir, peuple, et l'ingaka et bundela et nourrissa espoir, tout le monde banga. C'est plus un pouvoir à peuple. Acharnement contre la presse, contre les leaders politiques. Ces leaders politiques, quel que soit son bord politique, tant qu'il y aura toujours une violation, il y a des droits humains, nous allons toujours dénoncer cela. Allez, toujours dénoncer. Merci. Et c'est le cas des Zoé, je dénonce. Les cas des Matata, je dénonce. Allez, l'UDPS ne nous laisse donc pas le choix, comme vous dites. Merci beaucoup, chers amis. Non, c'est un combat. C'est un processus, c'est un combat. Il faut revenir, hein? Dispo. Il faut revenir. Je n'ai plus occupé comme avant. Merci beaucoup. Moi, je suis un éternel habitué. Oh non, mais allez, les amis, c'est terminé. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Merci à toi aussi. Oh, oui. Je t'ai vu vraiment bouillonnant aux otages généraux de la presse. Ok. Et j'ai vraiment apprécié. Merci beaucoup. Merci à Yves Bouya et merci à Edmond Izouba qui était notre deux invités. Le plaisir est mien. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro de cette émission. Bonsoir chez vous.
Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.